Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Écoutez, c'est un plaisir d'être ici ce matin dans le cadre de ce 16e colloque du CEF qui est un peu particulier parce qu'on le fait à l'intérieur des officines de la classe, qui fête quand même son 100e anniversaire. C'est quand même à souligner. La présentation, je suis pas seul à la donner, là. Mes collègues Alain Leduc et Yves Bergeron ont beaucoup travaillé sur cette idée d'observatoire indépendant dont on va vous parler aujourd'hui. Et Mélanie Desrochers a beaucoup travaillé avec nous aussi sur la réalisation de diverses analyses qui vont être un peu des exemples qu'on va vous présenter aujourd'hui dans le cadre de cette présentation-là. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est un rappel du contexte qui est à l'origine de notre proposition d'observatoire, parce que c'est quand même le Centre d'études de la forêt qui a fait cette proposition-là en 2021. Quelle structure on pourrait envisager pour un observatoire national de la forêt publique? Quel mandat cet observatoire-là pourrait avoir? Puis on va y aller ensuite de quelques exemples d'analyse, de synthèse de la connaissance sur notre forêt publique, qui sont puisés un peu à partir de divers projets qu'on a menés et qui ont été menés par le CEF au fil des ans. Et on va conclure là-dessus après ces éléments-là. Donc, rappel du contexte historique, moi je dirais que depuis 3-4 ans, on assiste à une certaine crise de confiance envers le gouvernement du Québec, envers le ministère sur la gestion durable des territoires forestiers. Si vous suivez l'actualité dans les médias, ça a été relevé autour d'enjeux tels la conservation et la protection du caribou forestier. C'est souvent revenu autour de la table. Mais il y a autre chose aussi. Il y a le dossier des aires protégées au sud de la limite d'attribution de la forêt commerciale. Il y a bien sûr la gestion du territoire où il y a eu quand même quelques éléments qui ont été relevés sur un certain manque de transparence, une polarisation du débat public. Puis, ce qui, moi, m'inquiétait le plus, c'est la désaffection des communautés face à l'aménagement durable des forêts. Et fort de ces constats-là, la communauté scientifique universitaire a manifesté ses inquiétudes de façon publique pendant la pandémie. On a publié un article dans Le Devoir faisant état de nos inquiétudes sur la gestion durable des forêts. Étant très préoccupé par la question, parce qu'il faut quand même pas oublier que le Centre d'études de la forêt est un peu à l'origine de l'ouvrage Aménagement écosystémique en forêt boréale, qui était un ouvrage phare pour la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Il faut quand même pas oublier que les articles 1 et 4 s'inspirent de la définition que le livre de Gauthier et collaborateurs, plusieurs collaborateurs du CEF, dont beaucoup d'étudiants de 2e et 3e cycle qui ont participé à ce livre-là. C'est vraiment un ouvrage collectif du Centre d'études de la forêt, et pas seulement de ses chercheuses et chercheurs, mais également de ses étudiantes et étudiants. Et la vision qu'on avait, on se sentait préoccupé par celle que semblait prendre le gouvernement dans le dossier sur l'aménagement durable du territoire forestier. Donc, on en a fait part dans cet article-là. Et c'est ce qui a lancé un peu l'idée d'un observatoire qui serait un observatoire piloté par un centre de recherche. L'idée derrière ça, c'était de dire ça prend un certain regard indépendant et la communauté scientifique du Centre d'études de la forêt a atteint un degré de maturité qui lui permettrait d'une part, de recruter une équipe d'analystes qui pourrait se pencher sur la question et aider, et c'est vraiment dans une perspective de main tendue et non pas de conflit avec le gouvernement, aider le gouvernement à avancer dans certains dossiers. Donc, la structure de l'observatoire, c'est d'une part, l'idée, c'est qu'il y aurait des antennes régionales à même le réseau des universités membres du CEF et de ses établissements universitaires. Donc, une considérable économie d'échelle pour ce qui est de répartir les ressources professionnelles dans les instances académiques
de toutes les régions du Québec. L'Observatoire profiterait de l'expertise multisectorielle et interdisciplinaire du CEF. J'ai pas besoin de vous rappeler que on l'a vu ce matin un peu par les présentations. Cette expertise-là, elle est variée sur un ensemble de thématiques qui touchent à la forêt. Des thématiques qui vont aussi de plus en plus vers des réalités en sciences humaines, pas seulement en sciences naturelles. L'Observatoire bénéficierait du fait que la qualité scientifique du CEF fait l'objet d'un processus récurrent d'évaluation. Vous savez que notre centre de recherche est un centre qui est évalué par les fonds de recherche Québec sur une base triennale. À tous les 3 ans, on est évalué, et à tous les 6 ans, on doit faire une demande de renouvellement. Donc, le gage de, je dirais, l'appellation contrôlée de qualité scientifique, elle est garantie par ce processus-là d'évaluation externe qui permet de dire que cet observatoire-là, s'il était affilié au CEF, il aurait cette crédibilité-là sur l'ensemble du territoire québécois. Les mandats de l'Observatoire, ce qu'on avait en tête au moment où on a commencé à réfléchir à la question, et on continue à le faire de façon régulière, c'est documenter, mobiliser, diffuser les connaissances scientifiques sur la forêt publique et sa gestion auprès de diverses parties prenantes. Ça couvre à la fois le grand public, les ONG, les comités de citoyens, les municipalités, les ministères, les médias et les secteurs privés jusqu'à un certain point. Donc, ça recoupe l'ensemble de la société civile. Informer les parties prenantes par des données probantes sur l'état des forêts pour faciliter les prises de décision. L'Observatoire ne serait pas un preneur de décision, mais il aiderait dans la prise de décision en apportant des connaissances qui sont des connaissances compilées et des synthèses sur la forêt. Réaliser le bilan de l'aménagement durable de la forêt publique, je vais y revenir. Produire des analyses et synthèses publiques sur l'efficacité de la stratégie d'aménagement forestier durable, ses orientations, ses pratiques, et formuler des avis et des recommandations. Et finalement, offrir un espace inclusif de débat et de dialogue pour les personnes et parties intéressées. Je reviens sur cette idée de réaliser le bilan d'aménagement durable de la forêt publique pour vous rappeler que dans les 2 premiers mandats du Bureau du forestier en chef, donc de 2000 à 2013, il y a eu 2 bilans qui ont été réalisés, des bilans très exhaustifs sur l'ensemble des enjeux qui tournent autour de l'aménagement durable de la forêt. On peut pas dire autant du 3e bilan qui, cette fois-ci, n'a pas été réalisé par le Bureau du forestier en chef. Le Bureau du forestier en chef a produit une annexe à ce bilan-là. C'est le ministère qui, à partir du moment où il a eu l'entière responsabilité de l'aménagement du territoire, a repris le dossier du bilan. Et on pense que, à cet égard-là, c'est un bilan qui était nettement plus orienté sur la mise en valeur de la nouvelle stratégie d'aménagement durable des forêts, mais pas nécessairement une analyse de l'état des lieux sur l'évolution de la forêt et l'évolution de la forêt en fonction des divers critères d'aménagement durable de la forêt. Et on pense à cet égard-là que, je veux dire, un organisme indépendant serait peut-être plus en position de réaliser ce genre d'analyse-là et de bilan-là. Quelques exemples d'analyse et de synthèse de la connaissance sur notre forêt publique. Je commence en vous montrant une carte qui fait la projection, en fait, qui examine l'état des forêts matures et âgées de plus de 80 ans du territoire attribuable à l'aménagement forestier au Québec, entre le 2e et le 4e inventaire décennal. Ce qui est particulier de ces 2 cartes-là, c'est qu'elles ont été réalisées dans le cadre d'un projet complètement indépendant, d'une analyse quelconque pour la forêt, par la forêt. Mais c'est une analyse qui était faite dans le cadre d'un atlas d'oiseaux nicheurs. Donc, le CEF a été mandaté en lien avec un projet collaboratif avec le Service canadien de la faune à contribuer à un atlas d'oiseaux nicheurs
le deuxième atlas qui a été réalisé de 2010 à 2014. Et dans nos pourparlers, on a bien sûr eu une discussion avec les responsables de l'atlas, avec les éditeurs. Puis, on nous a demandé, est-ce qu'il y a moyen de faire un bilan sur de quoi avait l'air la forêt quand on a fait le premier atlas d'oiseaux nicheurs de 84 à 89 par rapport à la situation qui prévalait de 2010 à 2014. Et ça a mobilisé quand même un certain nombre de ressources. Mélanie a travaillé pas mal sur ce dossier-là avec mon collègue Alain Leduc. Et ce que vous voyez sur la carte, c'est un peu la transformation du couvert forestier. Donc, ce qui est en vert foncé, c'est les forêts résineuses depuis 80 ans. Ce qui est en jaune, c'est les autres forêts. Et vous voyez très bien que cette analyse-là nous montre qu'il y a un changement de l'utilisation des terres dans nos systèmes boréaux, de la sapinière et de la sapinière à bouleau blanc et passière à mousse. On a regardé seulement cette portion-là. On l'a fait pour toutes les régions forestières du Québec, mais si je regarde la situation pour cette forêt-là qui a été aménagée de façon importante pendant ces deux décennies-là, ces 3 décennies-là, on peut voir une certaine réalité. Autre information, l'enjeu des massifs de forêts matures et âgées. Ce que vous voyez sur la carte ici, c'est les massifs forestiers de 250 km² en vert très, très pâle jusqu'à 1000 km² et plus en vert foncé. C'est le portrait 2014 de la situation et vous voyez assez clairement que 70,6% de la forêt mature et âgée était soit fragmentée, soit exposée à une route dans un rayon de moins de 500 mètres. Donc, les massifs sont en régression, relativement clairement. Un autre exemple, c'est la réponse d'indicateurs de biodiversité. Pourquoi on va chercher des informations sur ces données-là forestières? C'est, entre autres, pour comprendre, est-ce que la diversité biologique change en fonction du temps? Et là, je reprends un travail qu'on a mené en lien avec le ministère Forêt-Fonds-Impact, qui nous demandait quelle est la situation par rapport à l'avifaune dans les systèmes forestiers de la sapinière et de la passière. Et on est revenu sur les données d'Atlas d'oiseaux nicheurs parce que la beauté de l'affaire, c'est que quand on a travaillé avec les gens de l'Atlas, ils ont réalisé, entre autres, en plus de récolter des données de façon conventionnelle sur la présence et l'absence des espèces, ils ont développé tout un système d'inventaire de stations d'écoute. Ils en ont réparti 35 000 pendant la durée des 4 années d'inventaire. C'est des ornithologues plus chevronnés qui allaient chercher ces données-là. Et dans la sapinière et la passière, il y avait 9 424 points d'écoute qui ont été réalisés. Moi, je travaille quand même depuis 30 ans sur la fragmentation des habitats forestiers en forêt boréale et on n'a jamais pu avoir autant de données récoltées en aussi peu de temps parce qu'on avait une équipe absolument phénoménale de personnes sur le terrain compétentes pour aller chercher le signal de la distribution des espèces. On a regroupé ces 9 424 points en 680 routes de 10 à 15 stations d'échantillonnage pour dégager une signature d'abondance de toutes les espèces d'oiseaux, mais plus particulièrement des espèces associées aux forêts matures et âgées. Et on a refait des analyses sur 36 de ces espèces-là, qui étaient vraiment des espèces affines aux habitats forestiers matures et âgés. Et on a mis en relation, pour les données 2010-2014, l'abondance des oiseaux avec la proportion de forêts matures et âgées dans l'environnement occupé par nos lignes, nos routes d'inventaire. Et on a reporté cette relation-là d'abondance, on l'a projeté sur des cartes pour regarder les comparaisons entre les deux périodes. Et voilà ce que ça nous donne pour une espèce comme le pic à dos noir. Vous voyez en bas les données de 81-92, ce qu'elles représentaient, et en haut, vous voyez les données de 2010-2014.
Ce qui est en vert foncé renvoie à des densités estimées au 100 hectares élevées, ce qui est en mauve à des densités faibles. Et vous voyez très clairement une diminution de la baisse des populations qui est de l'ordre de 43 43 c'est plus que le 26 de forêts âgées perdues. Ça commence à être plus inquiétant. Bref, on a refait l'exercice sur les 36 espèces. La moitié montre des baisses de densité de population. Puis 44 de ces espèces-là ont subi des baisses supérieures à 26 donc supérieures à la quantité de forêt mature récoltée pour la période en question. Donc, ça, c'est des éléments d'information qui deviennent importants. C'est des indicateurs à l'échelle de l'ensemble du territoire qui nous renseignent sur la situation de la diversité biologique. Et là, c'est pas seulement le caribou forestier qui est en cause. Vous voyez qu'il y a d'autres espèces qui sont interpellées. Capacité du maintien des forêts âgées. Le gouvernement du Québec a quand même fait un très bel exercice à partir de 2000. À partir du moment où la loi a été promulguée, un des enjeux importants, c'est l'enjeu de maintien de forêts âgées. Le gouvernement a fait un travail à cet égard-là. Il a créé des états de référence concernant les proportions historiques de forêts âgées sur le territoire, en s'inspirant beaucoup des travaux qui avaient été menés sur la reconstitution historique à moyen terme et long terme des écosystèmes forestiers et des régimes de perturbation, pour en arriver à recréer finalement les états de référence et proposer des sites de rétention. Les sites de rétention proposés par le gouvernement, des cibles élevés, soit maintenir plus de 50 de la moyenne historique, des cibles moyennes de 30 à 50 de la moyenne historique de forêt âgée sur le territoire, et des cibles de rétention d'alerte qui correspondent à moins de 30 Et on a projeté dans le temps ces cibles-là pour l'ensemble des unités d'aménagement du territoire québécois. Donc, le portrait actuel nous révèle que on a beaucoup d'unités d'aménagement qui sont encore dans le vert, c'est-à-dire à plus de 50 de la moyenne historique de forêt âgée. Mais la projection pour les 20 prochaines années nous indique qu'on va passer du vert au jaune. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne passe pas au rouge, mais quand même, on diminue graduellement les superficies de forêt âgée sur le territoire, même si on a quand même travaillé à maintenir des cibles en ce sens. Quelle est l'efficacité de ces cibles à maintenir la biodiversité dans les forêts âgées? Je reprends mon exemple avec les oiseaux. Et on est reparti de cette base de données-là et on a regardé maintenant quelle est l'efficacité des cibles de forêts âgées du régime forestier du ministère pour la diversité aviaire. Et ce qu'on réalise pour beaucoup d'espèces, quand on regarde le seuil écologique de l'espèce qui est indiqué par une ligne pointillée, qui nous montre à quel pourcentage de forêt l'abondance moyenne diminue de façon forte en faisant des régressions, des breakpoint regressions. On réalise que c'est dans le cas du picador noir, c'est autour de entre 40 au-dessus de 40 et en bas de 40 on a une baisse. Et les boîtes que vous voyez, c'est les sites de rétention de degrés d'altération élevés et de degrés d'altération moyenne. Donc, pour plusieurs espèces, ce qu'on voit, plus de 56 espèces, 56 des espèces associées aux forêts âgées montrent un seuil supérieur au site de rétention de forêts âgées qui atteignent un degré d'altération élevé. Et 31 montrent un seuil écologique supérieur au site de rétention pour des seuils d'altération moyens. Conclusion, l'avifaune des forêts âgées, c'est pas une bonne idée de l'approcher des sites d'alerte minimale.
Et ça demeure en dessous des seuils écologiques de déclin des populations chez de nombreuses espèces quand on est à des cibles intermédiaires. Bref, il faudrait être un petit peu plus haut dans ces cibles-là. C'est un exemple pour vous donner un peu une idée de ce qu'un observatoire pourrait faire en termes d'analyse. Aires protégées et aménagement durable des forêts. Si vous regardez très bien, les aires protégées sont en gris sur la carte et deux points importants dans la sapinière à bouleau blanc et dans la paissière à mousse. Seulement 19% des aires protégées sont dans ces environnements-là, alors que ces deux domaines occupent 34% de la province. 10% du territoire des sapinières à bouleau blanc et paissières à mousse sont sous statut de conservation. Donc, on n'est pas à 17% dans cet écosystème-là, mais on est à 10%. 17%, je vous rappelle que c'est la cible à atteindre dans le cadre de la COP10 qui précisait une atteinte de 17%. À la COP15, on est rendu à 30% maintenant. Point important aussi, c'est que vous remarquerez qu'elles sont attenantes souvent à la limite d'attribution commerciale des forêts, les plus grosses d'entre elles, les plus grosses aires protégées. Donc, on est un petit peu on est en déficit par rapport à la perspective qu'on peut avoir quand on fait de l'aménagement écosystémique. Les aires protégées dans des territoires aménagés, c'est des référents. C'est non seulement des refuges, mais c'est des références importantes par rapport à notre façon d'aménager le territoire autour et par rapport à comment les environnements vont réagir aux perturbations naturelles également. Donc, c'est pas... Ça nous permet d'avoir un regard quand même relativement détaillé de l'enjeu. Dernier enjeu, les chemins forestiers. Une carte que le CEF vient de réaliser sur les chemins et routes en intégrant les emprises des chemins qui s'étendent sur 500 mètres autour des chemins. Simplement pour vous montrer l'importance des chemins forestiers, vraiment un agent majeur de perturbation anthropique. On oublie que les chemins jouent un rôle aussi important, mais on ne l'oublie pas quand on aborde la question des populations locales de caribous. Et là, si on regarde les effets additifs des chemins, des massifs de forêts matures et âgées, ben, il n'est peut-être pas étonnant qu'on se retrouve avec une situation démographique de ce type avec les populations locales de caribous forestiers, alors que la plupart sont en déclin actuellement. C'est pas quelque chose d'étonnant quand on regarde ces deux paramètres-là. Je termine en vous disant qu'il faut se redonner collectivement confiance dans notre capacité d'aménager de façon durable la forêt publique du Québec. Puis moi, ce que je pense qu'il est important de dire, c'est que la protection et la conservation des écosystèmes forestiers, ça ne devrait pas être vu comme une contrainte, mais plutôt comme une composante de sa fonction économique de récolte ligneuse. Et je trouve qu'actuellement, on est dans une dynamique qui est souvent une dynamique de conflit. Alors qu'on devrait aller vers quelque chose, il faut aller ailleurs. Il faut aller vers une certaine forme d'intégration de ces deux dimensions-là. Et l'intégration, ça peut vouloir dire une réflexion qui est beaucoup plus poussée sur comment on aménage le territoire, comment on va garder des portions de territoire en réserve, à la fois à des fins de conservation intégrale ou à des fins d'aménagement durable où on fait modifier ou moduler nos pratiques d'aménagement. Alors, ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a toujours proposés depuis au-delà de 25 ans. Et je pense qu'il faut revenir à ça. On tend la main au gouvernement du Québec puis aux divers ministères qui sont maintenant concernés par la question de l'aménagement durable et de la conservation pour qu'on travaille ensemble. Le CEF a atteint la maturité d'une organisation pour bien former les gens. Vous êtes plusieurs dans la salle à bénéficier de cet encadrement-là. On a toujours travaillé en collaboration avec les ministères, que ce soit
le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, et on veut que ça continue de façon telle à ce que l'information auprès du public se rende de la meilleure façon possible. Et on pense qu'un observatoire indépendant est possiblement une des clés intéressantes. Ce n'est pas la seule, il y a bien d'autres processus qui devront être en cause, mais on pense qu'on peut contribuer de cette façon-là. Merci.